La plupart des gens ne pensent jamais à ce que signifie vraiment survivre sans rien. Pas de toit, pas de frigo, pas de compte en banque. Juste toi, la rue et ton ingéniosité. Pendant que vous vous plaignez parce que votre café n'est pas assez chaud ce matin, quelqu'un dehors vient de transformer 3 sachets de ketchup et un morceau de pain rassis en petit déjeuner. Et vous savez quoi? Ils le font avec plus de créativité que la plupart des chefs étoilés. J'ai passé 6 mois à interviewer des personnes vivant dans la rue. Pas comme journaliste distant avec mon bloc-notes et mes jugements préconçus, mais comme quelqu'un qui voulait vraiment comprendre. Ce que j'ai découvert m'a complètement bouleversé. Ces personnes que la société ignore, elles possèdent une bibliothèque de connaissances sur la survie qui ferait pâlir d'envie n'importe quel manuel de Bear Grylls. Chaque jour passé dans la rue, c'est une masterclass en débrouillardise que personne ne demande jamais à voir. Mais aujourd'hui, vous allez l'entendre. Parce que ces 10 leçons ne parlent pas juste de survie. Elles parlent de ce que signifie être véritablement humain quand on t'a tout enlevé sauf ton esprit. Imaginez ça. Demain matin, vous vous réveillez sans rien. Pas de lit, pas de cuisine, pas de smartphone pour commander Uber Eats. Juste vos vêtements et votre cerveau. Combien de temps pensez-vous tenir? 1 jour? 3 jours? 1 semaine? La vérité brutale, c'est que la plupart d'entre nous s'effondreraient avant le coucher du soleil. Mais pas eux, pas les maîtres invisibles de la rue qui ont transformé chaque trottoir en université de la survie. Marc, un ancien ingénieur qui a vécu 5 ans sous le pont de Tolbiac, m'a dit quelque chose qui m'a hanté pendant des semaines. La différence entre toi et moi, tu sais comment faire fonctionner le système. Moi, je sais comment fonctionner quand il n'y a plus de système. Et putain, il avait raison. Leçon 1. Le haut est la seule monnaie qui compte vraiment. Vous pensez que l'argent fait tourner le monde. Essayez de passer 3 jours sans eau potable et on en reparlera. Les personnes sans abri ont une carte mentale de chaque fontaine publique, chaque robinet accessible, chaque restaurant qui ne rechigne pas à remplir une bouteille. Sophie, qui dort près de la gare du Nord depuis 2 ans, connaît 47 points d'eau différents dans un rayon de 5 km. 47. La plupart d'entre nous ne connaissent même pas nos voisins. Le corps humain peut survivre 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. Les SDF le savent dans leurs os, pas dans leur tête. J'ai vu Sophie refuser un sandwich pour garder de la place dans son sac pour 2 bouteilles d'eau supplémentaires. La nourriture, tu peux toujours en trouver, elle m'a dit en tapotant ses bouteilles, comme si c'était de l'or liquide. Mais l'eau propre, c'est la vraie richesse. La leçon ici, vous prenez pour acquis ce qui est essentiel. Pendant que vous laissez couler le robinet en vous brossant les dents, quelqu'un dehors fait des calculs de survie basés sur chaque goutte. Ils ont compris quelque chose que notre confort nous a fait oublier. Sans eau, rien d'autre n'a d'importance. Pas votre iPhone, pas votre Netflix, rien. Leçon 2. Ton corps est ton seul outil fiable. Dans la rue, personne ne va appeler un plombier, un médecin ou un mécanicien pour vous. Votre corps doit être les 3 à la fois. J'ai rencontré Thomas, ancien marathonien devenu SDF après un divorce brutal et une dépression qui a mangé toutes ses économies. Ce type a transformé son corps en machine de survie ultra efficace. Il dort exactement 6 heures par nuit, jamais plus, jamais moins. Pourquoi? Parce qu'il a calculé que c'est le minimum pour rester alerte et éviter que son système immunitaire s'effondre. Il fait des pompes chaque matin, pas pour Instagram, mais parce qu'il sait que la force physique, c'est la différence entre pouvoir porter ses affaires toute la journée ou se les faire voler pendant qu'il se repose. Les statistiques sont terrifiantes. L'espérance de vie moyenne d'une personne sans abri est de 47 ans. 47 ans dans un pays où la moyenne est de 82. Thomas le sait. Alors, il traite son corps comme un astronaute traite sa combinaison spatiale. Un entretien méticuleux, une attention de chaque instant, parce que c'est littéralement son système de survie. La leçon. On maltraite nos corps en pensant qu'on peut toujours réparer les dégâts plus tard. Eux n'ont pas de plus tard. Ils n'ont que maintenant. Et maintenant, ton corps doit fonctionner parfaitement ou tu ne fonctionnes pas du tout. Leçon 3. La chaleur est plus précieuse que la nourriture en hiver. L'hypothermie tue plus de SDF que la faim. C'est un fait brutal que Marie connaît trop bien.
Elle a vu 3 de ses amis mourir de froid en 5 ans. 3 personnes qui avaient mangé le soir même, mais qui n'ont pas réussi à rester au chaud pendant la nuit. Marie a développé un système de couches que n'importe quel alpiniste respecterait. Elle récupère des journaux dans les poubelles de recyclage et les glisse entre ses vêtements. Le papier crée des poches d'air qui isolent mieux que la plupart des vestes que vous achetez chez H&M. Elle appelle ça son isolation de bibliothèque. 4 couches de vêtements, du papier journal entre chaque et un sac plastique à l'extérieur pour bloquer le vent. Total du coût, 0 €. J'ai essayé son système une nuit de décembre. J'ai tenu 40 minutes avant de rentrer chez moi en tremblant, alors que la température n'était même pas en dessous de 0. Marie, elle passe des nuits à moins 5 degrés Celsius avec ce système et se réveille. Pas confortable, mais vivante. Voici la leçon brutale. La chaleur corporelle, c'est la survie. Vous pouvez avoir un ventre plein et mourir de froid. Ils ont compris que la hiérarchie des besoins que Maslow a dessinée sur papier, eux la vivent dans la vraie vie. Et la chaleur bat toujours la nourriture dans cette hiérarchie. Leçon 4. L'invisibilité est parfois ton meilleur bouclier. Regardez autour de vous dans le métro. Combien de personnes sans abri avez-vous vraiment vues aujourd'hui? Je veux dire vraiment vues, pas juste remarquées comme un obstacle ambulant. La réponse honnête, probablement 0. Et c'est exactement l'objectif. Jacques, 58 ans, ancien comptable, m'a expliqué l'art de l'invisibilité urbaine. Tu ne veux pas être vu, il dit en ajustant sa casquette pour cacher son visage. Parce qu'être vu, c'est devenir une cible, pour la police, pour les racailles, pour les gens qui pensent que leur bonne action du jour est de cracher sur ta dignité avec leur fausse pitié. Il a perfectionné ce qu'il appelle le camouflage urbain. Des vêtements propres mais anonymes. Pas trop déchirés pour attirer l'attention, pas trop neufs pour éveiller la suspicion. Il se déplace avec un but apparent, toujours l'air d'aller quelque part, jamais l'air de traîner. Il porte un vieux sac à dos de randonnée qui pourrait appartenir à n'importe quel étudiant ou routard. La clé, il me confie, en baissant la voix comme s'il révélait un secret d'État, c'est de ressembler à tout le monde. Un sans-abri stéréotypé, avec ses cartons et sa bouteille. Il se fait virer de partout. Mais moi, je peux m'asseoir dans un Starbucks pendant 2 heures, avec juste un café, et personne ne pose de questions. La leçon pour vous? L'invisibilité n'est pas toujours une malédiction. Parfois, c'est une stratégie de survie. Dans un monde qui juge tout sur les apparences, ne pas être remarqué peut être votre plus grande force. Ils l'ont appris à la dure. Vous pouvez l'apprendre maintenant. Leçon 5. Chaque jour est une négociation avec toi-même. La partie la plus difficile de vivre dans la rue, ce n'est pas la faim ou le froid. C'est le combat mental quotidien contre le désespoir. Isabelle, ancienne professeure de philosophie tombée dans la rue après un burn-out sévère, m'a ouvert les yeux sur cette bataille invisible. Chaque matin, je dois négocier avec moi-même pour avoir une raison de me lever. Elle explique en fixant l'horizon. Pas métaphoriquement, littéralement. Mon cerveau me dit « Pourquoi bouger? Pourquoi chercher de la nourriture? Pourquoi continuer? » Et je dois trouver une réponse meilleure que « Parce que sinon tu meurs. » Elle s'est créée des micro-objectifs. Trouver un bon café gratuit avant 10 heures. Lire 3 pages d'un livre qu'elle a trouvé. Avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Ces petits objectifs, elle dit avec un sourire fatigué, ce sont mes victoires. Vous mesurez votre succès en promotion et en like Instagram. Moi, je le mesure en jours où je n'ai pas abandonné. La dépression est 3 fois plus élevée chez les personnes sans abri que dans la population générale. 3 fois. Et pourtant, ceux qui survivent des années dans la rue ont développé une résilience mentale que la plupart des gens n'atteindront jamais. Isabelle ne va pas chez un psy, ne prend pas d'antidépresseurs, n'a pas de groupe de soutien. Elle a juste sa volonté et sa capacité à se convaincre, jour après jour, que demain pourrait être légèrement meilleur qu'aujourd'hui. Votre leçon? Le bonheur n'est pas une destination, c'est une négociation quotidienne avec la réalité. Vous vous plaignez parce que votre Wi-Fi est lent. Eux se battent pour trouver une raison de respirer un jour de plus. Et ils gagnent ce combat, encore et encore. Leçon 6. La dignité n'est pas dans ce que tu possèdes. Rencontrez André,
62 ans, SDF depuis 9 ans, est l'homme le plus digne que j'ai jamais rencontré. Chaque matin, peu importe où il a dormi, il se lave le visage avec de l'eau d'une fontaine publique. Il plie soigneusement ses vêtements, même s'ils sont usés, jusqu'à la corde. Il se peigne les cheveux avec un peigne cassé qu'il garde dans sa poche comme un trésor. Les gens pensent que quand tu perds ta maison, tu perds ta dignité, il me dit en lissant sa chemise froissée. Bullshit! La dignité, c'est pas un code postal. C'est comment tu te traites toi-même quand personne ne regarde. J'ai vu André refuser de la nourriture parce qu'elle était jetée sur le sol devant lui. Je ne suis pas un chien. Il a dit calmement à la personne qui pensait faire une bonne action. Si tu veux m'aider, tends-la moi comme à un être humain. Sinon, garde-la. La société équivaut souvent dignité et possession matérielle. Une belle maison égale respect. Une voiture de luxe égale statut. Mais André prouve que c'est un mensonge confortable que nous nous racontons. Il possède peut-être seulement ce qu'il peut porter, mais il possède quelque chose que beaucoup de gens riches ont perdu, un sens inébranlable de sa propre valeur. La leçon: votre dignité ne vient pas de votre adresse ou de votre compte en banque. Elle vient de comment vous vous traitez et comment vous traitez les autres quand vous n'avez rien à gagner en retour. C'est la leçon la plus difficile à apprendre et la rue est le professeur le plus impitoyable. Leçon 7. La vraie richesse, c'est qui veille sur ton dos. Si vous pensez que la rue, c'est chacun pour soi, vous vous trompez complètement. J'ai découvert un réseau de solidarité si puissant qu'il ferait honte à la plupart des communautés de quartier du résidentiel. Il y a le groupe du Canal, près de République. 7 personnes qui se connaissent depuis des années. Ils ont un système, chacun dort à tour de rôle pendant que les autres montent la garde. Ils partagent la nourriture, l'information, les vêtements. Quand Claude a eu une infection au pied qui l'empêchait de marcher, les 6 autres ont ramené de la nourriture et de l'eau pour lui pendant 2 semaines. Pas parce qu'il le leur avait demandé, parce que c'est ce qu'on fait. Dans votre monde, explique Nadia, la plus jeune du groupe à 34 ans. Vous avez l'assurance maladie, la famille, les économies. Dans notre monde, nous avons juste nous, et c'est suffisant. Les statistiques montrent que les personnes sans abri qui font partie d'un groupe ont un taux de survie 60% plus élevé que ceux qui restent isolés. 60%. Ce n'est pas juste du réconfort émotionnel, c'est littéralement la différence entre vivre et mourir. Mais voici ce qui est vraiment fou. Ces groupes partagent aussi quelque chose de plus précieux que la nourriture ou la sécurité. Ils partagent l'espoir. Quand Nadia a un jour difficile, les autres la remontent. Quand Claude perd foi, il lui rappelle pourquoi il continue. C'est un système de soutien émotionnel que beaucoup de gens avec des maisons et des psychologues n'ont jamais. La leçon: vous pouvez acheter beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas acheter quelqu'un qui veillera vraiment sur vous quand vous n'avez rien à offrir en retour. Ça se gagne, ça se construit. Et ironiquement, les personnes avec le moins de ressources semblent les meilleures pour construire ça. Leçon 8. L'information est la devise la plus puissante oubliée Bitcoin. Dans la rue, la vraie crypto-monnaie, c'est l'information. Où manger gratuitement le lundi soir? Quel flic ferme les yeux et lequel va t'embarquer pour rien? Quelle association distribue des vêtements chauds en novembre? Quel supermarché jette sa nourriture à quelle heure exacte? Fatima, SDF depuis 4 ans, a un réseau d'informations qui rivalise avec n'importe quelle app de votre téléphone. Elle sait que le Franprix de la rue du Temple jette ses invendus à 21h45 précises, chaque soir, que la bibliothèque François Mitterrand laisse entrer sans poser de questions jusqu'à 19h, que le restaurant vietnamien de Belleville garde toujours des restes pour ses amis de la rue, le dimanche soir. Cette information, elle explique en montrant sa tête. C'est mon capital. Les gens me cherchent parce que je sais des choses. Et quand tu sais des choses que les autres veulent savoir, tu as du pouvoir, même sans 1 euro en poche. J'ai vu ce réseau d'informations en action. Un nouveau SDF arrive dans le quartier, perdu, affamé, désespéré. En moins de 2 heures, Fatima et son réseau lui ont appris les 3 spots pour manger, les 2 endroits sûrs pour dormir et les 4 personnes à éviter absolument. C'est une orientation plus efficace que n'importe quel guide touristique. Mais l'information circule dans les 2 sens.
Quand quelqu'un découvre un nouveau spot, un nouveau danger, une nouvelle opportunité, ça se propage dans le réseau comme un virus. Pas sur Facebook, pas sur WhatsApp, de bouche à oreille, avec la vitesse et l'efficacité d'un système qui a été perfectionné par nécessité. La leçon? Dans un monde saturé de données inutiles, l'information actionnable est la vraie puissance. Vous scrollez des mèmes pendant des heures. Eux partagent des informations qui sauvent littéralement des vies. Qui utilise mieux l'information? Leçon 9. La gratitude change tout. Oui, même dans la merde. C'est la leçon qui m'a le plus secoué. Je m'attendais à de l'amertume, de la colère, du ressentiment. Et oui, il y en a. Mais ce que j'ai trouvé en majorité, c'était quelque chose de complètement inattendu, de la gratitude. Rencontrer Paul, 60 ans, dans la rue depuis 12 ans après avoir perdu son entreprise, sa femme et presque sa santé mentale. Chaque soir, avant de dormir, il dit 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. 3 choses dans sa situation. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que personne ne m'a craché dessus. Il dit sans ironie. Parce que j'ai trouvé un sandwich encore emballé dans une poubelle. Et parce que le soleil brillait pendant 2 heures cet après-midi. Au début, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Mais non, il était sérieux. Complètement, profondément sérieux. Écoute, il m'a dit, en voyant mon scepticisme, « Je peux passer ma journée en colère contre tout ce que j'ai perdu. Et crois-moi, j'ai fait ça pendant les 2 premières années. Ça m'a presque tué. Ou je peux trouver 3 petites choses qui ont rendu aujourd'hui supportable. » Cette gratitude, c'est pas pour faire joli. C'est ma stratégie de survie mentale. Les études en psychologie positive montrent que la pratique quotidienne de la gratitude peut augmenter le bonheur de 25 %. 25 %. Paul n'a jamais lu ses études. Il a juste découvert empiriquement ce que la science confirme. La gratitude n'est pas un privilège de ceux qui ont tout. C'est un outil de survie pour ceux qui n'ont rien. Et voici le kicker. Paul est plus reconnaissant pour son sandwich trouvé dans une poubelle que la plupart des gens ne le sont pour leur repas à 50 € au restaurant. Il savoure ce sandwich. Il le mange lentement. Il apprécie chaque bouchée d'une manière que vous et moi avons oubliée depuis l'enfance. La leçon? La gratitude n'attend pas que votre vie soit parfaite. Elle transforme la vie que vous avez. Vous attendez d'avoir plus pour être reconnaissant. Eux sont reconnaissants pour ne pas avoir encore moins. Et bizarrement, c'est eux qui semblent avoir compris quelque chose d'essentiel sur le bonheur que notre confort nous a fait oublier. Leçon 10. Tu n'es jamais aussi loin du trottoir que tu le penses. C'est la leçon la plus inconfortable, celle que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. Sur les 12 personnes que j'ai interviewées en profondeur, 8 avaient des emplois stables, des maisons, des familles avant de se retrouver dans la rue. 8 sur 12. Ce n'étaient pas des drogués de naissance, des ratés chroniques ou des gens qui l'ont cherché. C'étaient des gens normaux. Comme vous, comme moi. Sylvie était infirmière. 3 événements en 6 mois. Cancer de sa mère, accident de voiture sans assurance complète, dépression qui lui fait perdre son boulot. 6 mois, de « tout va bien » à « je dors sous un pont ». Les gens pensent qu'il y a un mur géant entre eux et la rue. Elle explique avec un rire sans humour. Ils pensent qu'il faut faire plein de mauvais choix pour finir ici. La vérité, il suffit de 2 ou 3 coups durs qui arrivent au mauvais moment. C'est tout. 2 ou 3. Les statistiques sont terrifiantes. 40 % des Français sont à maximum 3 mois de loyers impayés de se retrouver en situation précaire. 3 mois. Vous lisez ça et vous pensez « oui, mais pas moi ». C'est exactement ce que Sylvie pensait. C'est exactement ce que pensait Marc, l'ingénieur. C'est exactement ce que pensait Paul, le propriétaire d'entreprise. Cette leçon n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller. La frontière entre installé dans la vie et à la rue est bien plus fine que votre confort ne veut l'admettre. Et les gens qui l'ont franchi ne sont pas une autre espèce. Ce sont vos reflets dans un miroir très sombre que vous préférez ne pas regarder. Mais voici le paradoxe magnifique, cette proximité avec le chaos, cette conscience que tout peut s'effondrer rapidement. C'est aussi ce qui rend chaque jour précieux. Sylvie ne prend plus rien pour acquis, jamais. Un toit, un repas chaud, un lit.
si elle retrouve ça un jour, elle ne l'oubliera jamais. Contrairement à vous, qui vous plaignez parce que votre Uber est en retard de 5 minutes. La leçon finale. La vie est beaucoup plus fragile et précieuse que vous ne le pensez. Vous pouvez choisir d'apprendre ça maintenant en écoutant leurs histoires. Ou vous pouvez attendre que la vie vous l'enseigne de la manière dure. Les personnes dans la rue n'ont pas eu le choix. Vous si. Voilà. 10 leçons de survie que la société préfère ignorer. Mais avant que vous fermiez cette vidéo et retourniez à votre confort douillet, laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre n'osera. Ces personnes ne veulent pas de votre pitié. Elles ne veulent pas que vous vous sentiez coupable. Ce qu'elles veulent, c'est que vous arrêtiez de regarder à travers elles, comme si elles étaient invisibles. Elles veulent que vous compreniez que les leçons qu'elles ont apprises ne sont pas juste des curiosités anthropologiques pour votre divertissement YouTube. Ce sont des sagesses de survie qui révèlent quelque chose de fondamental sur l'expérience humaine. J'ai commencé ce projet en pensant que j'allais documenter la misère. Ce que j'ai découvert à la place, c'est une masterclass sur la résilience, l'ingéniosité et la dignité humaine dans ses formes les plus pures. Ces 10 leçons, elles ne sont pas juste pour les SDF, elles sont pour tout le monde. Parce que la vérité inconfortable, c'est que nous vivons tous dans une version diluée de ces mêmes luttes. Vous négociez avec vous-même chaque jour pour trouver des raisons de continuer. Vous jonglez avec des ressources limitées. Vous dépendez d'une communauté pour survivre, même si votre communauté s'appelle LinkedIn au lieu d'un groupe de Canal. Vous cherchez de la dignité dans un monde qui essaie constamment de vous réduire à une métrique, votre salaire, vos likes, votre code postal. La différence, eux font tout ça sans filet de sécurité, sans seconde chance, sans bouton annulé. Et ils le font souvent avec plus de grâce, plus d'humanité et plus de sagesse que nous tous réunis. Alors voici ce que je vous demande. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans la rue, ne détournez pas le regard. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de résoudre tous leurs problèmes. Mais au minimum, accordez-leur ce qu'ils méritent en tant qu'êtres humains, votre reconnaissance, qu'ils existent. Regardez-les dans les yeux, dites bonjour, traitez-les comme vous aimeriez être traités si c'était vous sur ce trottoir. Parce que rappelez-vous la leçon numéro 10. Vous n'êtes jamais aussi loin de ce trottoir que vous le pensez. Ces 10 leçons, je les ai apprises d'eux, mais elles sont pour vous, pour nous tous. Parce qu'au final, la survie n'est pas juste une question de rester en vie. C'est une question de rester humain quand tout conspire à te déshumaniser. Et sur ce point, les personnes sans abri sont nos plus grands professeurs. Pas parce qu'ils ont choisi cette vie, mais parce qu'ils ont choisi de rester dignes, créatifs, solidaires et humains malgré elles. C'est leur leçon finale. Et elle vaut bien plus que n'importe quel diplôme que vous accrocherez jamais sur un mur. Maintenant, sortez d'ici et voyez le monde un peu différemment, parce que c'est exactement ce que ces 10 leçons étaient censées faire.